Alors, j'aimerais commencer en évoquant une interview de Guillemin que je ne connaissais pas et sur laquelle je suis tombé en cherchant autre chose sur le site de la radio-télévision suisse, qui est une interview de 7 minutes, ce qui était peut-être une raison de passer dessus, parce qu'on se disait qu'il n'y avait pas grand-chose dedans, en août 1960. Le moment n'est pas indifférent parce que c'est juste avant la publication, quelques semaines après, du premier livre sur Zola, le Zola, Légende et vérité, et c'est 2 mois avant la publication de La Capitulation, qui est le 3e volume des origines de la Commune. Et ça, c'est très intéressant parce que ça montre déjà, c'est une chose qu'on peut dire, que oui, aujourd'hui, nous parlons littérature, et j'en suis le premier heureux, évidemment, comme littéraire, mais on ne peut jamais parler de littérature seulement avec Guillemin, parce qu'il est tout le temps dans son activité d'historien en même temps. Alors, pourquoi est-ce que cette petite interview est intéressante ? Bon, déjà, elle est amusante à regarder aujourd'hui, parce que celui qui interroge Guillemin est un jeune journaliste que je ne connais pas, qui rudement cravaté, visiblement frigorifié de timidité devant Guillemin, et qui ne sait pas trop comment s'adresser à lui. Donc il est complètement immobile, paralysé devant son micro, et il commence en lui disant on dit que vous êtes un iconoclaste, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ? Alors évidemment, Guillemin part au quart de tour, il dit mais non, j'ai dit du mal de Vigny et de Benjamin Constant, mais j'ai dit beaucoup plus de bien de beaucoup de gens, par exemple Zola, puisqu'il s'agit évidemment de parler de son livre. Et alors l'autre lui dit mais pourquoi voulez-vous défendre Zola ? Zola a besoin d'être défendu, tout le monde connaît Zola. Et donc il lui dit mais oui, évidemment, aujourd'hui Zola n'a pas besoin d'être défendu. Mais il a quand même besoin d'être défendu parce qu'on n'a pas idée du point auquel il a été haï et traîné dans la boue. Donc Zola, légende ou vérité, puisque à l'origine le titre c'était ou vérité, pour Guillemin c'est un acte de redressement d'idées fausses. C'est du Guillemin comme on le connaît. On reparlera tout à l'heure un petit peu de ce livre-là. Et il rapporte, il rapproche plutôt ce petit livre qui est sur le point de paraître du suivant, donc sur la capitulation, en les plaçant tous les deux sous le signe de ce qu'il appelle l'authenticité. C'est un mot qu'il a employé très souvent dans ses écrits, et où il dit il faut dire ce qui s'est passé. Donc il faut dire aussi bien ce qui s'est passé dans la vie d'un homme que dans la vie d'un pays, par exemple dans le déroulement d'une guerre. Donc j'ai voulu partir de cette petite interview qui n'a pas dû satisfaire tellement Guillemin, parce que vraiment son interrogateur n'était pas très adroit, mais où il a quand même réussi à dire 2 ou 3 choses auxquelles il tenait. Alors il y a une autre chose, un autre préambule qu'on peut faire, c'est justement le préambule de ce Zola, Légende et vérité, parce que comme je l'ai fait à tous les colloques de notre association, je suis le guilleminien de service, si vous voulez, qui fait le panorama de ce qu'a dit Guillemin sur un sujet, sur le sujet dont on parle. Donc là, je vais évidemment faire un panorama partiel, tellement il y a de choses sur Zola, Guillemin face à Zola. Mais je me suis posé une question, étant donné qu'il a quand même centré son activité sur Zola, du moins le croyais-je, à partir de 1960 et dans les années qui ont suivi, comment l'a-t-il connu, puisqu'il est quand même né en 1903, hein. Comment un jeune professeur de lettres qui commence à enseigner vers 1928, connaissait-il Zola, l'enseignait-il, parlait-on de Zola? Il y aurait une autre enquête à faire qui serait bien intéressante. Mais là, ce que je veux vous lire, c'est ceci. C'est le début du livre, hein. Je me rappellerai toujours le regard effrayé, indigné, douloureux que me jeta, j'avais 15 ans,
ce prêtre qui dirigeait à Mâcon la bibliothèque catholique. Je lui avais demandé ce que je pouvais lire de Zola. Il me mit la main sur l'épaule. Il avait été presque bouleversé tant il me voyait en péril. « De Zola, mon petit ? Vous n'y pensez pas, mais rien. Zola, c'était Satan. » Et il raconte, je saute un paragraphe où il parle de ses parents, l'un catholique, l'autre pas, et il continue, la route que j'ai choisie, donc la route du catholicisme, et que je n'ai plus quittée, m'a conduit à bien des découvertes, et à celle-ci, entre autres, que Zola n'était pas Satan. Et donc, encore quelques petites choses. On ne sait plus aujourd'hui à quel point Zola aura été haï, et je ne crois pas que l'on sache assez à quel point cet homme méritait l'estime. Voilà. Donc, je prends ça comme point de départ, parce que j'ai évidemment pas pu tout lire de ce qui est accessible, parce qu'il y a notamment des choses où il faut un peu travailler sur Internet pour trouver les liens suisses, mais enfin bon, j'ai quand même réussi à voir pas mal de choses. Je pense que ce double petit début est assez fidèle à l'attitude de Guillemin face à Zola. Indubitablement, Zola fait partie des gens qui l'ont séduit, qui l'ont attiré, vers lesquels il s'est senti attiré, comme si c'était un proche, et Dieu sait qu'il a souvent dit ça des écrivains qu'il estime, et son travail, presque incessant sur Zola, s'est organisé à partir de cela. Alors, j'ai une dernière petite remarque à faire, mais je ne pourrais pas vraiment l'appliquer complètement parce qu'il me faudrait plus de temps. C'est que je vais vraiment plus concentrer sur Guillemin face à Zola, alors que dans son activité, très tôt, enfin dès la fin des années 50, le travail sur l'affaire Dreyfus et le travail sur Zola sont parallèles. Simplement, le travail sur l'affaire Dreyfus, je ne veux pas faire le colloque de l'année prochaine, hein, mais juste une phrase, le travail de Guillemin sur l'affaire Dreyfus, c'est beaucoup, énormément, le mystère militaire de l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire la corruption de l'armée, l'espèce de couvercle qu'on a essayé de mettre sur les choses pendant tant d'années. Et c'est ça qui le préoccupe. Alors évidemment que J'accuse se trouve à la traverse de cet itinéraire d'enquêteur de Guillemin, mais une grande majorité des articles de Guillemin sur l'affaire Dreyfus ne parlent pas de Zola, tout simplement quand ils sont antérieurs à 1898, puisque Zola n'est intervenu qu'au moment de J'accuse. Mais enfin, je donnerai un certain nombre d'indications sur la présence de l'affaire Dreyfus dans les articles de Guillemin, parce que c'est presque indissociable. Pour lui, c'était vraiment deux vagues de travail qui s'accompagnaient l'une l'autre, en quelque sorte, même si Zola n'était pas toujours présent dans ce qu'il disait de l'affaire Dreyfus. Alors, la première, je n'ai pas de plan, hein, je fais tout le contraire de ce que j'ai enseigné pendant 35 ans. Je n'ai pas de plan parce que je trouve que dans ce que j'ai à faire, et c'est ce que j'ai fait les autres fois aussi, il faut suivre le fil de la vie de Guillemin et voir comment il a commencé, comment il a poursuivi. Donc si vous tenez à faire des parties, je vais dire 1 avant 1960, 2 1960, 3 après 1960, mais ça n'est pas un plan. Donc la première date, c'est le 16 octobre 1938, précisément dans cette bourse égyptienne dont Édouard Mangin a parlé, et où, en effet, Guillemin a publié bien des choses intéressantes, et il fait un compte-rendu assez curieux d'ailleurs, parce que très tardif, je vais dire en une phrase pourquoi, du livre de Denise Leblond-Zola, la fille de l'écrivain, livre intitulé tout simplement « Émile Zola raconté par sa fille », livre paru pas mal de temps avant, mais Guillemin explique en introduction qu'on est en octobre 1938,
il n'a pas encore reçu ni le prix Goncourt, ni le prix Renaudot, ni toute la dégelée des prix littéraires qui vont lui donner du travail jusqu'à Noël. Et en attendant, il a sur sa table ce livre auquel il tient. Donc c'est vraiment intéressant de le voir parler pour la première fois de Zola à travers ce livre de souvenirs de sa fille, parce que là encore, c'est le Guillemin que nous connaissons, avide de connaître l'individu, l'être humain, avant de faire de l'analyse abstraite. Donc il commence, je lis juste une phrase, Zola est lu, hein, je coupe le début, « Mais nous n'avons pourtant rien encore, aucun ouvrage décisif et complet qui nous restitue cet homme dans l'authenticité profonde de son âme. » C'est très intéressant comme phrase, elle est très typique. Nous n'avons pourtant rien encore, aucun ouvrage décisif et complet, on s'attend sur la jeunesse des Rougon-Macquart. Non, c'est ce qui l'intéresse, c'est le cœur de qui est Zola. Et dès le début, dès le premier article qu'il écrit sur lui, c'est ça qu'il fait. Et bien sûr que les souvenirs de Denise Leblond-Zola sont limités par le fait qu'elle avait 13 ans à la mort de son père, mais elle raconte tout de même énormément de choses. Et par ailleurs, on ne peut à chaque fois pas développer, mais ce qui est frappant, surtout frappant quand on relit cet article après avoir fait tout le parcours jusqu'à la mort de Guillemin, on a déjà tous les thèmes qu'il va développer. Par exemple, à propos de l'affaire Dreyfus, il dit « Ça a été le salut de Zola, il s'embourgeoisait et tout à coup il ressuscite ». En 8 mots, il dit exactement ce qu'il pense toute sa vie du rôle de l'affaire Dreyfus, enfin du rôle de J'accuse et de ses suites judiciaires dans la vie de Zola. Et tout à fait à la fin, pardon, non, nous ne savons pas encore le fond de ce cœur plein de troubles, mais invinciblement aimanté par le bien, avec un B majuscule. Denise Leblond-Zola nous donne, citation encore, « Tant de raisons nouvelles de croire que cet homme-là, nous le devinions bien déjà, était de ceux dont l'âme réchauffe. » Alors, je suis resté un tout petit instant sur ce premier article parce qu'il donne en quelque sorte la couleur. Évidemment qu'après, il y a des nuances, il y a des centrages différents d'un article ou d'un autre, mais en somme, on a déjà l'essentiel. Donc là, nous étions en 1938. On a ensuite un grand article intitulé tout court Zola dans le journal de Genève en octobre 1946. Je le signale parce que du milieu de la guerre, dès son arrivée en Suisse, 41-42, il est arrivé en 1942 en Suisse, jusqu'à plus tard que 1960, il a écrit plus de 100 articles dans le journal de Genève qui était sa tribune littéraire de ce moment-là de sa vie. Et ce Zola est une sorte de développement moins Denise Leblond-Zola de l'article précédent, c'est-à-dire que savons-nous de Zola, qui était Zola, quelles étaient les hantises de Zola. Il ne s'agit pas de parler d'abord de sa littérature, mais de parler d'abord de sa nature humaine. Alors, on a ensuite 2 articles sur les relations de Huysmans et Zola, dont un qui est assez, que je ne connaissais pas, qu'on peut trouver parce que maintenant ce journal est numérisé sur Gallica, c'est dans Sud-Ouest, le grand quotidien de Bordeaux, où Guillemin, ayant sa belle famille là-bas, ça lui est arrivé plusieurs fois, pas mal de fois, d'écrire dans Sud-Ouest. Et ça s'intitule « Naturaliste au pluriel », et c'est un compte-rendu d'un volume de lettres de Huysmans à Zola, publié chez Droz. Et il y a l'article est intéressant et un petit peu curieux, parce que c'est un des très rares où Guillemin dit du mal de Zola écrivain. Du mal, enfin, si, c'est quand même très net,
Pourtant, il faut l'avouer, un immense déchet se révèle aujourd'hui dans cet entassement de pages. Zola écrivait trop. Le mot fâcheux de production, avec son allure commerciale, va bien à Zola, trop bien. Balzac aussi produisait, mais Balzac est autrement aigu. Il n'a pas toujours pensé ça, ni de Balzac, ni de Zola. Donc, curieux article, mais enfin, ça veut dire qu'il était quand même attentif à ce qui se passait autour de Zola, alors que nous ne sommes pas encore dans la période où il se met vraiment à travailler sur lui. Le premier article où on peut avoir l'indication du fait qu'il se met à chercher à connaître vraiment l'œuvre de Zola, c'est toujours dans le journal de Genève, en septembre 58, un article sur Zola et Lourdes. Lourdes était un lieu et un phénomène qui l'ont tôt fasciné, Zola, je veux dire, Guillemin aussi, je crois d'ailleurs, et il a placé Lourdes, comme vous le savez, au cœur d'un des 3 volumes de la série qui s'appelle Les 3 villes, qui est postérieure au Rougon-Macquart. Donc là, c'est un peu un point de départ parce que c'est le moment où Guillemin se met à travailler sur ce qui est le moins connu de Zola. Tout ce qui succède au Rougon-Macquart a souvent l'image de la verbosité et de quelque chose qui n'est plus intéressant. Je ne dis pas que c'est une image juste, mais c'est une image qu'on entend souvent. Alors, je suis toujours en 58, 59, et je profite de cette date pour donc parler. Édouard il a fait une allusion très rapide pour parler de l'apport extraordinaire que nous a proposé un bibliothécaire suisse qui s'appelle Jonathan Wenger. J'ai fait une newsletter il y a quelques temps sur ce qu'il m'a envoyé, qui a entrepris de référencer tout Guillemin en Suisse, c'est-à-dire tous les articles, toutes les interviews, toutes les émissions, toutes les conférences. Et c'est déjà complètement impressionnant. Il en est à pas loin de 600 conférences et émissions, et il n'est pas au bout. Il me dit non, vous ne pouvez pas vous en servir, c'est un document de travail, je cherche encore. Bon. Alors, pour Zola, contentons-nous de Zola, et je ne donne que quelques indications. On a sur Zola 10 conférences en Suisse entre décembre 58 et juin 60. On a 4 et 2, 6, 8, 9 émissions de radio et ou de télévision qui sont toujours à peu près présentées sous les mêmes titres. Portrait d'Émile Zola, Radio Lausanne, Henri Guillemin présente Émile Zola à la télévision. Probablement qu'il se servait du même matériau, mais avec l'espoir à chaque fois de toucher plus de gens. C'est aussi, 59, le début des articles sur l'affaire Dreyfus, sans que ce soit forcément des articles sur Zola, le premier dans le journal de Genève en janvier 59. Et puis, c'est aussi le moment, alors ça c'est vrai pour tout ce qu'a écrit Guillemin, mais là c'est pour Zola, c'est là qu'on commence à voir Guillemin publier sur Zola dans des endroits inattendus, c'est-à-dire des revues qu'on pourrait dire négligeables, mais qui pour lui étaient la voie d'accès vers un autre public, une manière d'augmenter le nombre de ses lecteurs. Alors il a par exemple pas mal laissé passer de choses, c'était plutôt des bonnes feuilles de ce qu'il allait publier qui paraissaient là-dedans, dans un petit magazine de la radio de Lausanne qui s'appelait joliment « Radio, je vois tout ». J'avoue qu'avoir l'idée d'appeler un journal comme ça m'amuse beaucoup. Et donc, dans Radio, je vois tout, 5 mars 59, le Zola célèbre et ignoré. Donc là, vous avez un autre aspect de la passion de Guillemin de faire connaître ce qui est important pour lui, c'est de trouver le plus de médias possible où en parler. Mais en même temps,
il continue évidemment à donner des articles dans des journaux ou revues ou périodiques d'une manière générale, où lui est déjà accueilli depuis longtemps et où on a l'habitude qu'il publie souvent de grands articles. Exemple typique, le Figaro littéraire. Alors, je l'avais titillé en lui disant « Mais enfin, le Figaro littéraire, c'est pas votre bord. » Il dit « Oui, mais ils accueillaient mes papiers. » Il disait toujours « mes papiers », il disait pas « mes articles ». Bon. Donc là, le 23 mai 59, un grand Zola, c'est inconnu, avec comme sous-titre « De la confession de Claude à J'accuse ». Alors, dans le début, Guillemin dit « Je n'avais sur lui, sur Zola, que les idées les plus sommaires, lorsque par le biais de l'affaire Dreyfus, je me suis trouvé conduit à le regarder d'un peu près. » Alors ça, c'est une indication curieuse, parce qu'ailleurs, il dit exactement le contraire, que c'est par Zola qu'il a été amené vers l'affaire Dreyfus. Ça, je n'ai pas vraiment réussi à clarifier cela. Faudra peut-être y revenir pour l'année prochaine. Et phrase suivante, « Je crois maintenant qu'après une bonne année de fréquentation, je devine à peu près le personnage, et c'est une chose qui réconforte, après telle compagnie désolante, de rencontrer un homme comme lui. » Alors, la compagnie désolante en mai 59, c'est Benjamin Constant, dont il venait de faire le portrait, si l'on peut dire, dans Benjamin Constant Muscadin l'année d'avant. Alors en fait, ce sont un peu des bonnes feuilles du Zola Légende et vérité auxquelles j'arrive. Mais je veux d'abord lire encore une phrase, parce que je la trouve très savoureuse. Il insiste beaucoup sur une phrase qu'il a reprise dans pas mal d'articles que j'ai lus, une phrase d'une lettre à un ami de jeunesse, où Zola se décrit lui-même oscillant du cantique à la satire, ou le contraire. Bon. Et il revient là-dessus et il ajoute « On pensera que j'invente une image puérile de Zola, on pensera que j'invente une image puérile, tout juste bonne, pour je ne sais quel vitrail laïque. Trop voir le bien, ne pas voir le mal dans les êtres, ce n'est cependant pas le reproche auquel je suis habitué. » Et il dit « Mais non, moi je ne fais pas de la fabulation lyrique, hein, je me fais juste des yeux neufs. » C'est une des formulations peut-être les plus brèves de sa façon d'être et de sa façon de faire, se faire des yeux neufs face aux légendes. Il y a beaucoup de formules d'ailleurs dans ce grand article du Figaro littéraire, par exemple pour définir les livres de la fin, les 3 villes et les 4 évangiles, cette phrase nominale, après la dénonciation, l'annonciation. C'est peut-être un peu ramassé, mais enfin, c'est éloquent. Bien. Je signale encore un autre article de 59, ce qui s'appelle Zola vu par Goncourt, parce que ceux qui connaissent la présentation d'Aragon-Macquart savent qu'à peu près dans toutes les préfaces, il s'amuse à aller cueillir dans le journal de Goncourt les vacheries de Goncourt sur Zola. Donc c'est le premier éventail de citations qu'on peut trouver là. On voit aussi paraître, là je vais donner un seul exemple et après je n'en parlerai plus, ce qui se passe pour tous les écrivains ou personnages dont parle Guillemin, c'est que beaucoup d'articles qu'il publie sont des prépublications de ce qui devient des chapitres de ses livres. Par exemple, Figaro littéraire encore, octobre 59, Le Sieur Zola et la police, ça devient le chapitre 3 du Zola, Légende et vérité. Ou bien dans les cahiers naturalistes en mars 60, Claudel et Zola, qui devient le 4e chapitre du même livre. Alors, ce Zola, Légende et vérité, je voudrais juste en dire un mot pour une raison un peu matérielle, c'est qu'il est quand même très bizarre, ce petit livre. Là, dans la réédition Utovie, il fait 200 pages parce qu'il y a le petit discours de Médan de 1960 qui a été ajouté, mais si vous enlevez Une créature debout, qui était donc le discours
de Guillemin à Médan en octobre 60, on a un livre qui fait 186 pages et en format petit et en gros caractères. Bon. Il a 4 chapitres. Un chapitre qui est plus ou moins biographie de sa jeunesse, les 2 dont je viens de parler, le dossier de la police et Claudel et Zola, et 100 pages sur les 180, c'est Zola et le catholicisme. Gros texte sur lequel il faudrait retravailler pour reconstituer les éléments dont il est composé, mais peut-être que ça a été une des surprises du public qui s'intéressait à Zola, bien ou mal, de découvrir un Zola légende et vérité dont plus de la moitié était consacrée à ce sujet. Et en revanche, quand on continue le parcours en compagnie de Guillemin, on voit que ça n'est pas du tout étonnant qu'il ait fait ce choix, puisque les questions que se posait Zola sur Dieu, l'infini, l'après-mort et tout cela, et le catholicisme comme institution, sont innombrables et ont nourri son œuvre d'une manière qui justifie tout à fait qu'on en parle avec cette abondance, mais ça a dû paraître un peu inattendu comme répartition. 3 chapitres de 20 pages et 1 de 100 sur ce sujet-là. Alors, nous sommes là au nœud des choses. 60-61, c'est le moment où Guillemin, dans un effort d'écriture quasi continue, quand même assez impressionnant, publie entre 60 et 61 les 20 préfaces de l'édition Rencontre pour les Rougon-Macquart, plus la Confession de Claude et Thérèse Raquin. Il y en aura encore quelques-unes un tout petit peu après. Et la présentation des Rougon-Macquart, qui a été évoquée tout à l'heure, qui est sortie seulement en 64, c'est la réunion, avec des petites révisions de détails, de ces 20 préfaces déjà parues en 60 et en 61. Donc on a une somme de travail impressionnante si on pense qu'en même temps il finit les origines de la commune et qu'il a 40 choses en route, plus toutes les conférences qu'il fait. Alors, une autre chose que je veux signaler, je suis en train d'enlever à mesure plein de choses que je voulais dire parce que ça nous emmènerait trop loin, mais je voudrais donner un exemple qui est vraiment éloquent. En mai 1960, donc toujours dans la même période hyperactive, Guillemin entre, si l'on peut dire, au conseil rédactionnel d'une revue qui s'appelle Construire et qui est la revue, qui est plus qu'une revue publicitaire, de la Migros, qui est une coopérative suisse, comme Super U, si vous voulez, en faisant un peu une caricature. Et dans ce périodique, qui paraît entre tous les 15 jours et tous les mois selon les périodes, il publie plusieurs dizaines d'articles sur tous les sujets qui l'intéressent. Et entre mai 60 et mars 61, il y a 8 articles sur Zola. C'est-à-dire qu'il choisit... Et puis, moi, grâce à Michel Guillemin, le fils d'Henri Guillemin qui travaille à Lausanne, qui vit à Lausanne, et qui m'a envoyé très généreusement des liens pas très faciles à utiliser, mais qui m'ont quand même permis d'accéder à ces articles, on voit que ce ne sont pas des articulés du genre un petit encadré en bas d'une page où il y aurait des publicités pour les légumes. Pas du tout. Ce sont des articles de la taille des articles que pouvait faire Guillemin pour le Nouvel Obs, par exemple. C'est-à-dire 2-3 pages à 4 facilement. Et toujours sur les sujets qui le passionnent. Et là, il est à peu près certain, s'il y a des gens qui les lisent, que ce sont des gens qui ne le lisent pas par ailleurs. C'est toujours cette politique d'essayer de se faire lire dans le plus d'endroits possible. Alors, dans le même domaine, Zola n'est pas absent des séries
que Guillemin publie les unes après les autres dans de nombreux périodiques suisses souvent. Par exemple, dans la Gazette de Lausanne, il inaugure une série d'une quinzaine d'articles qui s'intitule Pointe sèche au pluriel, et il y en a évidemment une consacrée à Zola. Alors, je signale, sans en parler, puisque vraiment ça ne concerne presque pas Zola, qu'en novembre 62 paraît L'énigme Esterhazy, qui est donc le livre de Guillemin sur l'affaire Dreyfus, qui est en grande partie une réplique au livre tout récent de Marcel Thomas, qu'il trouvait trop bénin, comme il dit gentiment à plusieurs reprises. Et à partir de là, le nombre des articles, des conférences, des publications de toutes sortes sur l'affaire Dreyfus est croissant. Mais si on se concentre sur ce qui ne concerne que Zola, on voit que le rythme ne faiblit pas. Je vais prendre un seul exemple pour ne pas nous emmener trop loin. On connaît, parce qu'on peut y accéder même par YouTube avec une qualité technique moindre, on connaît les conférences, on connaît les émissions télévisées, mais on ne connaît pas, ou on en connaît très peu, les émissions de radio. Or, Guillemin a dépensé une somme d'énergie, mais colossale, à enseigner à la radio de Lausanne. Il a notamment fait, entre le début des années 60, il a commencé en 62, et il a fini après 70, il a fait une série d'à peu près 200 émissions sur la littérature française, connaissance de la littérature française. Et sur ces 200 émissions, il y en a 18 sur Zola, ce qui est quand même tout à fait intéressant. Alors, grâce à Jonathan Wenger, et comme ça ne prend pas beaucoup de temps, je vous donne la liste des titres de ces émissions, qui commencent en 63 et la dernière est de 71. Le premier Zola, Zola dans l'action, Zola boucle sa boucle, Zola et la faute de l'abbé Mouret, Zola et son abbé Pierre Froment, c'est le prêtre héros des Trois Villes, Zola et son Lourdes, Zola et sa confession de Claude, Zola et le rêve, Zola et l'académie, Zola et son livre Rome, Zola et la police, la terre de Zola, la débâcle de Zola, le pathétique chez Zola, fécondité, travail, vérité. Donc ce sont les 3 des 4 évangiles qui étaient prévus, qui ont été publiés. Et en conclusion, Zola et sa vue du monde. Donc ça, c'est une activité de Guillemin qu'on connaît relativement mal, parce qu'on a davantage l'habitude de l'homme qu'on voit à l'écran et qui arrive à fasciner alors qu'il est immobile devant une caméra immobile. L'homme de radio, on le connaît moins, alors qu'il y a vraiment des tas de choses intéressantes et qui ont continué jusqu'à très tard, puisqu'il a encore fait une émission, Pompidou n'étant plus là pour lui interdire l'accès aux ondes françaises, une émission sur Zola et l'affaire Dreyfus à France Culture en 86. Donc il n'a jamais cessé d'être actif, et il y aurait vraiment énormément de choses. Ouais, voilà. C'est parce qu'il faut que j'en enlève. Je suis désolé. Alors, je pense qu'avec ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, vous avez à peu près l'allure de cette sorte de panorama avançant dans le temps qu'est la manière de travailler de Guillemin. C'est-à-dire, il y a d'une part ces livres qui sont préparés dans la presse par un certain nombre de prépublications, et il y a d'autre part son activité audiovisuelle, on va dire. Et là, on continue de cette manière,
un peu sous toutes les couleurs possibles. Par exemple, il a plusieurs fois écrit dans les cahiers naturalistes et il rend hommage au docteur Zola, fils, en mars 63, parce qu'il avait reçu de lui quelques inédits et qu'il voulait l'en remercier et puis lui rendre hommage tout court, parce qu'il avait connu le fils de Zola et que pour lui c'était évidemment très important comme contact indirect. Alors, on continue de voir aussi Guillemin écrire dans Construire, écrire dans Europe, écrire dans Constellation. Alors, Constellation, c'est souvent associé par... enfin, je ne sais plus si on connaît aujourd'hui ces deux périodiques, mais c'est plutôt associé à la sélection du Reader Digest, parce qu'ils avaient le même format et la même apparence visuelle de petits livres souples avec beaucoup de publicité. Et en fait, Constellation, c'est plus, enfin, si je puis me permettre une opinion, plus sérieux que Sélection, parce que c'est vraiment une revue qui existait depuis un certain temps, mais qui a été rachetée par les éditions Rencontres et publiée par elles avec des dossiers souvent tout à fait intéressants. Là, récemment, j'ai fait à l'association Guillemin de Mâcon une conférence sur Guillemin et Simenon, qui est un sujet extraordinaire à aborder. Et il y a deux dossiers sur Simenon dans Constellation où Guillemin a écrit des textes. Et donc, il écrit aussi dans Constellation sur Zola. En novembre 68, Émile Zola, L'homme à abattre. Et je prends juste un tout petit extrait. On a dit Zola pornographe, mais c'était un rideau de fumée dissimulant son crime des crimes, avoir touché à l'arche sainte de l'argent. Et il dit encore, alors là je veux faire une toute petite remarque personnelle parce que ça m'a fait rire en relisant ce que j'avais tapé. Le crime de Zola, ça c'est moi, hein, et citation de Guillemin, faire l'asmodée, enlever les toits, ôter le couvercle, c'est la base même de la société qui est mise en péril. Donc ça, c'est ce que Zola a fait. Mais moi, ce que j'ai tapé, c'est le crime de Guillemin, point d'interrogation, faire l'asmodée. Ben, en effet, ça marche. Le lapsus, c'est tout naturel, puisque c'est bien ce qu'ils ont fait tous les deux, ou en tout cas, c'est ce qu'ils ont fait tous les deux, tel que Guillemin voit Zola. Encore une fois, moi, je dis seulement comment Guillemin voit Zola. Je ne suis pas assez spécialiste de Zola pour dire s'il a raison. Et le tout dernier... le deuxième article de Guillemin sur Zola dans Constellation, c'est dans le dernier numéro de la revue, en décembre 70, c'est Zola et la politique. Et c'est intéressant parce qu'il montre que, en gros, Zola se méfiait des politiciens de métier, hein, qu'il jugeait un peu bavards avant toute chose. Et en revanche, évidemment, il était hypersensible à ce qu'on appelait déjà à cette époque la question sociale. Hein. Mais c'est vraiment des articles sérieux qui méritent lecture et qu'on n'aurait pas forcément eu l'idée d'aller chercher dans ce genre de revue. Alors, il y a beaucoup d'autres choses qui continuent et dont je n'ai pas le temps de parler. Exemple, en décembre 68, la collection GF, Garnier-Flammarion, publie un Germinal dont la préface n'est pas celle de l'édition Rencontre, mais une nouvelle préface écrite par Guillemin, où il y a évidemment des choses communes, mais enfin, il se donne la peine d'en faire une autre. Les conférences continuent aussi. En 70, il fait une grande conférence au Centre d'éducation populaire de Bruxelles sur Émile Zola, sa vie et le sens de son œuvre. Sa vie d'abord et le sens de son œuvre par rapport à sa vie. C'est typique comme titre de Guillemin. Quand les préfaces, enfin quand l'édition Rencontre est reprise au Cercle du bibliophile, Guillemin ajoute quelques préfaces pour des œuvres qui n'étaient pas dans la première mouture, si l'on peut dire. Bon.
je vais m'approcher de ma conclusion par l'intermédiaire d'un volume qu'il est bien commode d'avoir, qui s'intitule « Les passions d'Henri Guillemin » et qui réunit dans un gros volume broché, publié par une de ses deux filles, juste après sa mort, tous les articles que Guillemin a publiés dans l'Express de Neuchâtel les dernières années de sa vie. Le premier est de 1986, il est mort en 92, donc il y a une centaine d'articles où reviennent, ce qui est naturel chez un infatigable et un obstiné comme lui, tous les thèmes chéris de sa vie intellectuelle. Et donc évidemment que Zola n'est pas absent. Notamment en avril 87, donc il n'est quand même plus jeune du tout, mais il est passionné par le travail qui est mené sur les carnets d'enquête de Zola pour les donner à lire au public qui voudra bien, au lieu de les laisser dormir dans les cartons de manuscrits de la BNF. Et c'est l'occasion de rendre hommage notamment au travail de Colette Becker, que les Zoliens connaissent bien, et qui voit cette année même se terminer l'édition monumentale qu'elle a faite de ces carnets chez Champion. En novembre 89, toujours dans l'Express de Neuchâtel, alors ça, je voulais en parler parce que d'abord ça me permet de citer le nom d'Henri Mitterrand, autre grand Zolien qui vient de nous quitter il y a peu de temps, et qui avait publié une page d'amour en GF ou en folio, je n'ai pas noté, je ne me souviens plus. Mais enfin, il rend compte de cette édition Mitterrand qu'il intitule Le secret de Zola. C'est pas un titre d'Henri Mitterrand, c'est le titre de Zola, le titre de Guillemin, pardon. C'est-à-dire que à la fin de sa vie, disons 3 articles sur 4 de ce qu'il publie dans Le Monde ou ailleurs, on ne peut pas dire vraiment que ce sont des comptes rendus de livres. C'est à l'occasion de la publication d'un livre qui l'intéresse, à cause de son sujet, il parle du sujet. Et, sauf quand il veut dire du mal du livre, il ne parle pas beaucoup du livre. Donc là, il parle surtout de son Zola, à lui, Guillemin, mais à l'occasion de cette édition Mitterrand d'une page d'amour, et il le fait encore le 2 mars 92, donc quelques semaines avant sa mort, sous le titre Zola et le sexe, pour rendre compte de l'édition à Rouvignaud de La faute de l'abbé Mouret. Donc là, 92, c'est vous dire à quel point Zola l'a accompagné absolument jusqu'au terme. Alors, moi je ne vais pas trop dire davantage, j'ai laissé mon téléphone là-bas, donc je ne sais même pas depuis combien de temps je parle, mais je voulais essayer de donner l'éventail le plus ouvert possible des manières dont Guillemin a essayé de persuader son lecteur de bonne volonté de la vérité de son Zola à lui. Parce que s'il dit Zola, légende et vérité, c'est bien qu'il espère apporter une vérité sur Zola. Et donc cette vérité sur Zola, elle est faite d'interrogations infinies, pratiquement toujours, je prends comme ça, qu'est-ce que c'est au vrai l'appétit sexuel? D'un livre à l'autre, l'écho jusqu'à la fin répercutée de cette question sombre. C'est dans la préface de La Conquête de Plassans. Ou bien jusqu'à la fin, Zola n'aura pas cessé de tourner et de retourner dans son esprit l'éternelle question du désir. Ça, c'est dans Le Rêve. Donc, bon, je crois que vous aurez compris que pour lui, il y a une sorte de triangle obsessionnel qui est celui qu'il a développé sur des tas d'écrivains, qui est le sexe, l'argent et Dieu. D'ailleurs, si vous regardez la 4e de couverture d'origine, Gallimard, de présentation des Rougon-Macquart,
il choisit de renvoyer à la phrase où Sainte-Beuve disait cela. Si on veut connaître quelqu'un, il faut savoir ce qu'il pensait du sexe, de l'argent et de Dieu. Mais je veux juste garder pour la fin 2 formules, voilà, qui me plaisent et qui sont mon Guillemin que j'aime, voilà, donc j'assume. Il parle de l'argent. Et il dit qu'il y a dans ce roman, je cite Guillemin, un aspect salubre et rafraîchissant, comme tout ce qui relève du balayage des faux-semblants et de l'arrachement des masques. C'est pas mal de l'appliquer à l'argent. Et puis, celle par laquelle je vais finir, c'est à propos d'une page d'amour. Il s'agit bien sûr de Zola. « Je suis là pour tâcher de le voir dans sa vérité. Point historiographe, hagiographe encore moins, ami bien sûr à fond, mais décidé en même temps à tout dire, tout ce que je sais, ou crois savoir, ou crois comprendre. C'est la seule façon d'être honnête en histoire littéraire. » Voilà. Alors, la suite à mes collègues.